neuve et la rénovation. C'est un peu grand peut-être. Donc on est ici pour vous parler un peu de tout ça et aussi pour répondre à vos questions, si vous en avez, que vous soyez novice ou très curieux, ou si vous avez un projet bien précis en tête. Et puis je suis venue avec Xavier, du coup un ami qui est architecte dans l'éco-construction depuis maintenant 20 ans. Je laisse te présenter. Moi je suis diplômé d'école d'architecture de Paris-Médiette. Ça fait 20 ans que je travaille à 95% dans l'état écologique de la croissance. Les 5%, c'est quand des amis, pas encore tout à fait, j'arrive à leur faire des trucs écolo, mais autrement les équipements. Je sais construire une maison dans sa totalité, dans plusieurs techniques. J'ai aussi un CAP d'électricien. Donc voilà, j'ai fait une formation il y a 20 ans, de 2 ans dans le Finistère, sur l'habitat écologique. Et comme c'était la première fois qu'il recevait un architecte, le directeur du centre m'a dit: tiens, voilà la liste des gens avec qui on travaille, organise ta formation comme tu veux. Donc pendant 2 ans, j'ai fait de la couverture ardoise, de l'isolation chaud-chambre, de la maçonnerie de pierre, de la taille de pierre, de la géobiologie, du jardin feng shui, de l'électricité bio, tout ça, pas théoriquement sur les chantiers, etc. etc. Voilà. Et puis après, je suis allé m'installer à 50 km de Rennes, dans la forêt de Brocéliande, où j'ai acheté une maison en terre, qui date de la fin du 18e. Et je me sers de cette maison pour expérimenter, et puis essayer plein de techniques, et puis recevoir des gens qui veulent toucher, apprendre, augmenter leur savoir, etc. En général, on fait beaucoup de chantiers et un petit peu de théorie. Depuis 1 an et demi, je fais partie d'une association qui s'appelle Twitter. Et donc, en 1 an et demi, malgré les confinements, j'ai reçu 45 personnes chez moi, dont une quinzaine d'architectes et de jeunes architectes. Et je me suis rendu compte que la plus grande difficulté, c'est que les gens ne connaissent pas ou peu ce que ça peut être l'écologie et la décroissance. Alors, bien sûr, si vous avez des questions sur ce que c'est que la décroissance, je peux vous expliquer. J'ai travaillé depuis 20 ans sur une centaine de projets, à plusieurs titres, soit pour simplement aider des gens à acheter leur maison, c'est-à-dire leur dire les avantages, les inconvénients qu'il y avait dans cette maison, les matériaux pas bons qu'il y avait, la situation, les potentiels, etc. J'ai fait du projet, et puis j'ai fait aussi du chantier dans plein de domaines. Là par exemple, depuis maintenant 2 mois, j'aide un gîte à restaurer un four à pain en terre. On a des sessions de 2 jours tous les mois, parce qu'il y a des temps de séchage assez longs sur la terre. Là, c'est un des exemples. Je travaille aussi actuellement sur la restructuration d'un immeuble de ville à Dinan. C'est quelqu'un que je connais bien. Ça fait maintenant 3 ans que je l'aide. Je l'ai aidé à choisir son bâtiment, à faire le projet, puis je lui ai aussi exécuté nombre de parties sur le projet. Création de cloisons, pose de portes, porte-phonique, parce qu'il est psychiatre, et il a besoin que son cabinet soit isolé du reste du bâtiment. Donc, je connais aussi les problèmes d'acoustique. J'ai isolé une partie du bâtiment, une pièce de 80 mètres carrés avec du lin. Voilà, puis, au fur et à mesure, j'essaie de nouvelles choses. Chez moi en ce moment, en route, j'ai la mise en œuvre d'un plafond en quenouille de terre. Je vous expliquerai. Je vais réaliser aussi un réacteur Jeanbrun, ça c'est pour faire du chauffage. Et puis, je vais déposer un permis de construire pour une serre bioclimatique pour faire du chauffage, mais aussi pour augmenter mon potentiel de nourriture. Au lieu de récolter que jusqu'au mois de début octobre, je pense que je pourrais récolter toute l'année. Voilà, pour gagner en autonomie. Parce que un des buts de l'écologie du bâtiment, c'est aussi d'acquérir de l'autonomie. Et l'autonomie a 2 conséquences. Et à votre avis, quelles sont les 2 conséquences de l'autonomie?
Le temps. Le temps. Du temps. Il y a un peu de ça. Ouais, il y a ça. Il y a un peu de ça, oui. Mais c'est ce qu'on. Enfin, ça passe après. Alors, les deux conséquences, c'est. Ça rend libre et ça fait disparaître un truc qu'on cultive beaucoup en ce moment, la peur. La totalité des gens que j'ai aidés et qui ont basculé dans une tentative d'autonomie, hein, ça se fait pas en 5 minutes, on pourrait croire qu'ils se referment sur le monde et en fait c'est exactement le contraire. Comme ils ont plus peur, ils s'ouvrent sur le monde. J'ai un ami qui est en autonomie quasi totale depuis 40 ans, qui est assez connu dans le 44, qui s'appelle Patrick Barnet. Il a reçu 75 000 personnes chez lui depuis 40 ans. Alors, les projets de l'architecture écologique, pour moi, l'écologie, c'est le respect du minéral, du végétal et de l'animal, et donc de l'homme. Et un projet de bâtiment écologique qui ne prend pas en compte ce que sont les gens qui vont utiliser ce bâtiment, pour moi, c'est pas un projet écologique. C'est-à-dire que le côté humain est presque prépondérant. Pour moi, quelqu'un qui prend la direction de l'écologie, même s'il est au début, c'est quelqu'un qui m'intéresse. C'est pas forcé que ce soit quelqu'un qui veuille être autonome absolument en tout, parce qu'il faut du temps, ça demande des expérimentations, ça demande aussi des changements de vie. Et pour vous donner un peu une idée de ce que ça a provoqué chez moi, il y a à peu près 30 ans, je travaillais 95 heures par semaine. J'avais 3 boulots, je gagnais 3500 balles par mois à peu près. Aujourd'hui, je travaille 95 heures pour gagner de l'argent par mois. Je gagne 1200 à peu près par mois. Je suis 10 fois plus heureux. Donc voilà où ça peut conduire. Mais ça ne se fait pas tout de suite, tout de suite. Est-ce que certains d'entre vous ont des projets de construction ou des projets de formation? De construction et du coup de formation aussi avant. Est-ce que tu sais quel niveau d'écologie ou d'autonomie tu veux atteindre? Quasi total. Quasi total. Ouais. Avec le temps, dans le temps évidemment, mais ouais, l'idée c'est d'être autonome totalement. Alors il y a des choses dans l'autonomie qui sont faciles à obtenir. L'autonomie en eau et en assainissement, c'est assez simple. L'autonomie énergétique pour le chauffage, c'est un petit peu plus compliqué, mais c'est très accessible. Par contre, l'autonomie électrique, c'est plus compliqué parce que la première chose qu'il faut faire, c'est descendre son besoin d'électricité à 2 kWh. Autrement, ça fait des systèmes de fabrication d'électricité qui sont beaucoup trop gros et beaucoup trop chers. Moi, actuellement, dans la maison, je suis à 1,8 kg jour. Je suis toujours branché à EDF. Mais j'ai une facture EDF d'environ 550 € par an. Ce qui est difficile, moi, c'est la première chose à laquelle je pense, quand vous dites ça, vous parlez d'autonomie, c'est l'hypothèse de départ. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'autonomie, c'est. On va se poser des questions d'autonomie, mais l'autonomie à combien? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui on veut voir beaucoup? Pas beaucoup. Est-ce qu'on veut manger beaucoup? Pas beaucoup. Est-ce qu'on va faire 5 kilos, 30 kilos? Je caricature un peu les choses. La difficulté, c'est ça. Et pour moi, dans l'analyse que vous faites, et je me suis pas mal posé la question aussi, c'est ça quoi, c'est l'autonomie, mais en fait l'autonomie, si on consomme rien, on n'a besoin de rien, si on consomme beaucoup, on a besoin de beaucoup. Donc en fait la première question à se poser pour moi c'est quel niveau je veux, mais au-delà de quel niveau je veux, c'est de quoi j'ai besoin quoi. Avant parce que si je consomme beaucoup, j'ai besoin de beaucoup. Donc on sera autonome, mais si on est énergivore, on se taper sur le ventre, mais en fait on sera autonome, mais. On peut imaginer qu'une famille, un couple ou une famille avec 3 enfants, c'est aussi une question de besoin. On prend quoi? On prend une douche par jour? Une douche par semaine? C'est quoi? La cuisine aussi. Alors, concilier les deux, je pense. C'est à la fois dans répondre à ses attentes de bien-être, on va dire, et en même temps, il y a une réalité qui est là, c'est qu'il faut quand même re-questionner sa consommation, ça c'est clair et net. Il
faut pas s'attendre à consommer ne serait-ce qu'un tiers de moins que ce qu'on fait maintenant, parce qu'on est, enfin, dans les pays occidentaux, on est parmi les plus gros consommateurs. Donc de toute façon, de manière claire, tout est repensé de manière descendante. Décroissante. Est-ce que ça vous parle quand on parle d'empreinte écologique? En Europe, l'empreinte écologique d'une maison, c'est environ 4,5. C'est-à-dire il faudrait 4 à 4,5 planètes pour que toute la planète fonctionne comme nous. Aux États-Unis, ils sont à 9. En Éthiopie, ils sont à 0,2. Donc c'est un peu grâce à eux qu'on peut vivre comme on vit aujourd'hui. Pour autant, accéder à l'autonomie, je pense qu'on peut se donner un objectif, mais que les choses se font. C'est plein de choses qui sont les unes à côté des autres, et c'est pas la peine de vouloir tout attaquer de front, parce que ça demande un changement trop grand, et c'est trop lourd à gérer en une fois. Pour autant, très rapidement, quand on commence à mettre le doigt dedans, tous les gens que j'ai rencontrés, quand on mis le doigt, ils ont mis la main, le bras, pas en 5 minutes, mais ça se fait parce qu'il y a aussi beaucoup de choses que les gens ignorent et croient inaccessibles et surtout croient très cher. Alors que dans l'architecture écologique, on en discutait quand on est venu, le ratio du prix d'une maison écologique, c'est de 1 à 8. Pour autant, aujourd'hui, si on parle argent, une maison conventionnelle avec un niveau de prestation moyenne, c'est entre 1400 et 1800 euros du mètre carré. Une maison écologique, pour un niveau de prestation très élevé, c'est de 450 euros le mètre carré à 3000 euros le mètre carré. Évidemment, si quelqu'un veut être autonome en électricité et qui veut continuer à consommer 8-9 kWh, il va falloir qu'il fasse un parc de production tellement élevé que ça va coûter horriblement cher. Alors que quand on commence à décroître en énergie, on s'aperçoit qu'il y a des tas de choses qui ne sont pas nécessaires. Un exemple, on met beaucoup de choses au frigidaire qui n'ont rien à y faire. Et puis, à un moment donné, comme ça m'est arrivé il y a 20 ans, un jour j'ai ouvert mon frigo, il restait une bouteille de Perrier et une plaquette de beurre. J'ai arrêté le Perrier et puis j'ai mis la plaquette de beurre dans un beurrier. J'ai débranché mon frigo et depuis j'ai plus de frigo et plus de congélateur. Alors bien sûr, ça demande aussi une façon, par exemple, pour se nourrir qui est un petit peu différente. Pour autant, vous voyez, je suis pas là, je suis un petit peu bien portant même. Ça se fait assez facilement et puis le panel de façon de se nourrir sans frigo et sans congélateur, il est au moins aussi vaste. Un des intérêts, c'est que moi, mon frigo et mon congélateur tomberont jamais en panne, parce que j'en ai pas. Bien sûr, il y a des choses que j'achète quasiment plus, tout ce qui est charcuterie, et puis certains produits laitiers que j'achète plus. Mais de temps en temps, je peux m'acheter un yaourt, du beurre. En Bretagne, c'est obligatoire. Voilà. Il en consomme beaucoup. Comment? On consomme beaucoup du beurre. On peut pas dire ça en breton. Alors après, il y a d'autres éléments qui sont le chauffage. Les systèmes de chauffage quasi gratuits, il en existe plusieurs. Pour autant, ils sont peu connus parce que notre système global ne tolère pas qu'on ne dépense pas d'argent pour se chauffer. Exemple, quand il y a eu le Grenelle de l'environnement, il y a un système de chauffage qui s'appelle le mur trombe. Il n'a pas été validé comme système de chauffage. Parce que ça ne coûte pas forcément très cher à la mise en œuvre, et puis au fonctionnement, c'est gratuit. C'est de l'énergie gratuite. Pour ce qui est des matériaux de construction, pareil, le panel des matériaux de construction est assez vaste, et dans certaines catégories, on peut trouver des matériaux de construction écologiques qui sont largement moins chers que les matériaux conventionnels. Exemple, la laine de verre. Il y a un matériau d'isolation qui coûte 8 fois moins cher que la laine de verre et qui est le lin. Ça coûte pratiquement rien. Pour 80 €, pour isoler une maison de 150 mètres carrés. Donc ces choses-là existent, mais elles sont peu diffusées, peu connues. Et puis il y a un autre élément, c'est qu'en France, on a la manie des réglementations et des protections de tout genre.
Bien sûr, si on prend du lin chez un paysan et qu'on isole sa maison avec, on n'a pas de DTU. C'est-à-dire de documents techniques unifiés qui vous assurent le matériau. Alors, j'ai un exemple qui montre que les choses ne sont pas aussi raides que ça. Il y a 12 ans, j'ai fait un projet de rénovation d'une maison. La personne s'est arrêtée de travailler et a rénové sa maison. Et 2 jours avant de déménager dans sa maison, il était en train de finir de traiter ses parquets avec de l'huile de lin. Il avait beaucoup de chiffons, etc., qu'il n'a pas ramassé. Il est rentré chez lui. À 3 h du matin, on l'a appelé. La maison avait brûlé. Eh bien, les assureurs ont remboursé la maison au prix supposé de construction écologique haute, c'est-à-dire à 2 200 € le mètre carré. Alors qu'il avait tout fait lui-même et qu'il avait utilisé des matériaux qui n'étaient pas forcément des matériaux du bâtiment. Donc les systèmes et les solutions, elles existent. Alors après, au niveau des techniques de construction, c'est plein de techniques. C'est plein de techniques, mais qui sont en général assez simples à mettre en œuvre. Il suffit d'une paire de mains en général, puis de quelqu'un qui vous mette le pied à l'étrier. Bien sûr, hein, vous ne pourrez pas espérer faire un enduit-terre super beau la première fois, puisque moi j'ai toujours dit aux gens que pour arriver à faire un bel enduit-terre, il fallait au moins 150 mètres carrés d'enduit pour arriver à s'en sortir. Mais ça ne veut pas dire qu'on part de zéro et qu'on arrive à 150 mètres puis on fait quelque chose de bien. Au fur et à mesure, on s'améliore. Puis souvent, on commence par des techniques faciles à mettre en œuvre. Puis au fur et à mesure qu'on s'améliore, on va vers des techniques de plus en plus élaborées, qui vont donner des résultats de plus en plus élaborés. Et le domaine de finition, il est aussi vaste que dans l'habitat conventionnel. Alors, on peut parler aussi de qu'est-ce que c'est qu'un matériau écologique. Je vais vous donner ma définition, elle n'engage que moi. Pour moi, un matériau écologique, c'est un matériau qui peut être réutilisé à l'infini. Il en existe un seul. C'est la terre. Parce qu'on peut construire une maison en terre, la détruire et reconstruire une maison en terre avec la même terre 100 000 fois si on veut. À votre avis, les bâtiments les plus hauts en terre du monde, ils font combien de... 350 mètres. Combien 350 mètres. C'est Moi, je pense que mosquée ou des choses. le plus haut bâtiment du monde en terre, c'est un minaret, il fait 53 mètres de haut, ce qui est déjà assez honorable. Et les bâtiments d'habitation les plus hauts du monde, ils sont au Yémen, ils font 40 mètres de haut, 10 étages, et ils ont 500 ans. Quand on voit cet endroit qui s'appelle la Manhattan du désert, on croit que c'est une ville moderne, parce que c'est des immeubles rectangulaires. C'est la maison de sa vie. Merci. C'est quoi les conditions climatiques aussi en Eh bien, combat. Là, s'il y a un chat, sortez-le. Est-ce que c'est Combat, ici. Est-ce que c'est possible en fait ici avec les conditions climatiques? Eh bien, Il y a un tu viens de voir ma maison. Ouais. Ma maison, elle fait 6,50 m en façade. Il y a 5,50 m où c'est que de l'argile. Et elle a 200 ans. En Bretagne. Elle est en Bretagne. Ok. Partout où il y a eu de l'argile a été Combat. utilisée comme matériau Combat. de construction. Alors, simplement au niveau historique, jusqu'au 19e siècle, les gens qui avaient peu d'argent utilisaient des matériaux dans un périmètre de 300 mètres autour de l'endroit où ils construisaient. Parce que c'était la limite au-delà de laquelle il valait mieux prendre une charrette avec un cheval ou un bœuf. Et il y avait peu de gens qui avaient des chevaux ou des bœufs. Donc en fait, ils ramenaient les matériaux avec des charrettes à bras. Donc à partir du moment où vous voyez une maison en terre, qui a en général, maintenant il commence à y avoir des neuves, mais elle a au moins 150 ans. Et ça veut dire qu'il y a de l'argile à moins de 150 mètres de la maison. Ce qui permettait pour les villages aussi d'aller chercher les matériaux à proximité, c'est qu'il y avait une uniformité dans les petites villes, parce qu'on utilisait la pierre du coin, on utilisait le bois du coin, et du coup c'était déjà des matériaux hyper adaptés à leur environnement.
puisqu'ils aimaient déjà dans le climat dans lequel ils allaient être exposés. Et puis on avait des choses voilà, architecturalement cohérentes. Donc pour continuer sur les matériaux, après il y a les matériaux qui sont renouvelables sur une année. C'est tous les graminées, les végétaux à pousse rapide, le chanvre, le lin, la paille de blé, la paille d'orge, etc. Tous les végétaux à pousse rapide. Après, pour moi, il y a les matériaux qui sont renouvelables sur 20-30 ans, c'est-à-dire on dirait une génération. Comme matériaux, il y a le bois, le peuplier, il faut à peu près 20 ans pour qu'un peuplier pousse. Après, il y a les résineux, il faut entre 30 et 100 ans, ça dépend du type de résineux. Et après, il y a les fenus, où là, il faut au moins 50 ans. Donc, après, on tombe dans des matériaux qui ne sont pas renouvelables. Un exemple assez bizarre, c'est la pierre. La pierre, ce n'est pas un matériau renouvelable. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on utilise la pierre, on la casse, on la travaille, donc on diminue sa dimension. Et à un moment, on est obligé de refaire des carrières pour récupérer de la pierre. Donc l'utilisation de la pierre, pour moi, ça commence à sortir un petit peu du champ écologique. Bien sûr, il y a aussi tous les matériaux dits modernes, hein, le ciment, l'acier, plus tous les matériaux à base de pétrole, qui au niveau empreinte écologique et même santé sont catastrophiques. Si on philosophe un peu, la pierre alliée. Comment ? Si on philosophe un peu, la pierre alliée écologique. Aujourd'hui, une pierre, c'est jamais qu'un gros grain de sable. Quoi. Oui, je ne dis pas que c'est pas. Aujourd'hui, ça finit par être du sable. Le sable, on peut en faire soit du béton, soit du mortier, soit une chape, soit n'importe quoi. Le béton lui-même, qui est à la base pas trop écologique et un peu très réfractaire, finalement, est un matériau qui va être énergivore si on fait un bilan de carbone et qu'on parle à dire pas s'il va falloir utiliser des machines, des compresseurs et choses. Donc forcément, mais qu'est-ce qui fait qu'il est pas écologique si on fait venir un matériau, même qu'il soit le bois qui vient d'Allemagne ou d'ailleurs, il y aura un bilan carbone aussi. Donc même le béton, des fois qu'on ne croit pas trop écologique, il n'est pas aussi peu écologique qu'on croit. Alors, Ils Je sont pense que philosophes c'est un peu. consommer qui compte surtout. Mais voilà, Tu vois, c'est Alors, l'économie qui tourne autour de ça qui est surtout problématique. voilà, on est d'accord. Non, mais c'est bien, il ne faut pas regarder que le matériel, il y a tout, ça gravite autour, l'humain. Le béton, voilà, la pierre, c'est vrai que. Alors, par contre, le problème, c'est que c'est du temps, c'est pas à l'échelle de notre temps. Parce qu'aujourd'hui, nous, effectivement, on ne verra pas la pierre se transformer en grain de sable. Après, il faut, Ça, pour faire du béton, il faut un sable spécifique que tu trouves généralement en rivière ou dans certains déserts. Et du coup, le chinois, tu vois, il consomme énormément de sable qu'ils importent. Déjà, le Ta sable, pierre, c'est la ressource pour laquelle il faut vraiment s'inquiéter aujourd'hui. Le sable, Ouais. Oui, depuis des années, mais là, ça devient hyper critique. Enfin, C'est la deuxième source de. après l'eau, c'est monde. voilà, c'est ça. Après l'eau, c'est la deuxième ressource la plus utilisée par jour. C'est par humain en France. l'eau, On mais consomme c'est plus les sables 18 chinois. par jour. En France, on consomme Ouais, les 18 Chinois. kilos de sable sans s'en rendre compte, parce qu'il est partout. Il est dans le verre, il est dans l'high-tech, il est dans tout en fait, pas que dans le bâtiment. C'est de la silice, ouais. On a construit la ville de Singapour juste avec du sable qui venait de super loin. On en a beaucoup moins en France. Le coût il explose. Ouais, Et après, du coup, dans le béton, on a des matériaux qui peuvent quand même venir d'assez loin. C'est juste pour que ce soit une info importante pour vous, je pense que quand on parle de béton, à la base, on parle d'un mélange qui est simplement composé de granulats, de gravier, de sable et d'eau. Donc on n'est pas forcément, on n'a pas forcément de ciment dans un béton. On peut juste parler de béton de terre, ce qu'on fait en éco-construction. Béton de chaux aussi, voilà, sans utiliser de ciment. Donc la notion de béton, elle peut s'ouvrir, elle peut être bien plus large. La composition du béton, c'est le ciment qui plombe beaucoup, effectivement. Voilà. Par rapport à la fabrication du ciment et des fours qu'il faut pour fabriquer le ciment. Le béton à base de ciment, donc le ciment, c'est un matériau qui a été découvert au 19e siècle, parce qu'on a découvert entre autres le coq qui a permis de chauffer beaucoup plus fort le calcaire. Mais il faut chauffer du calcaire à 1180 degrés pour obtenir du ciment. Et le problème du ciment, c'est qu'il est utilisable qu'une fois. Alors, avec certaines techniques, on peut le concasser et le réutiliser, mais pas totalement. Pour moi, le béton de ciment, il a des caractéristiques qui peuvent être gênantes. C'est un matériau étanche. Et nous, humains, on a un petit peu de mal à vivre dans des choses étanches. Faites l'expérience de courir
même 10 minutes avec un sac plastique sur le dos, vous allez voir, vous n'allez pas être bien. Donc, une des problématiques de la construction moderne, c'est qu'on construit de façon étanche. On veut que ce soit étanche. Alors que moi j'ai une maison en terre, je n'ai pas de VMC parce que j'en ai pas besoin. Les VMC, les ventilations électriques, elles servent entre autres à extraire la vapeur d'eau qui est dans les maisons. Parce qu'on les a rendues étanches, l'eau ne peut plus sortir et s'il n'y avait pas de VMC, la maison elle prend l'eau par l'intérieur. La production par jour et par personne est de 2 mètres cubes de vapeur d'eau par jour et par personne. Donc vous voyez, si on est 5, ça fait 1000 litres, ça fait 1000 litres d'eau par jour et par... Non, 100 litres d'eau par jour et par personne. Verser 100 litres d'eau dans une pièce, ça va être assez catastrophique. Donc une des problématiques, c'est ça. Pour ma part, j'essaie de convaincre les gens de faire des maisons qui sont perspirantes, c'est-à-dire qui peuvent absorber la vapeur d'eau sans VMC. Un des problèmes de la VMC, ça je l'ai appris il y a 8 ans suite à une conférence à Brest, où je suis tombé avec la personne qui connaissait le mieux le problème des acariens dans les maisons. Et lui, moi je lui ai posé la question, je lui ai dit mais c'est quoi le vrai problème des acariens? Il me dit bah ça fait depuis que l'homme est homme qu'il vit avec des acariens, de toute façon, on ne peut pas l'éliminer physiquement. Le problème des acariens, c'est que les déjections d'acariens, l'acarien c'est déjà tout petit, une déjection d'acariens c'est encore plus petit. Si une déjection d'acariens est mise en mouvement, il faut 48 heures pour qu'elle retourne au sol. Donc en fait, dans les maisons où il y a des VMC, il y a toujours des circulations, il y a des mouvements d'air perpétuels. Et du coup, les gens sont malades parce qu'ils respirent des déjections d'acariens à longueur de journée. Il suffit que vous ayez les bronches un peu fragiles. Moi, j'ai vécu avec une personne qui était asthmatique. Et bien, quand elle est venue chez moi, elle a pris beaucoup moins de produits. Comment? Oui, de la mentoline, entre autres. Ouais. Parce que il n'y a pas de VMC chez moi, il n'y a pas besoin de VMC. C'est les murs qui servent de tampon hydrique par rapport à l'humidité. Et en plus, la terre, elle a une capacité à absorber de l'eau de façon hyper importante. Alors maintenant, au niveau des ciments, il y a un autre souci, c'est que la durée de vie d'un ciment n'est pas si élevée que ça. Parce que souvent, dans les mises en œuvre, hélas, au fur du temps, au mesure qu'on a utilisé, au fur et à mesure qu'on a utilisé du béton de ciment, on a de moins en moins formé les maçons qui l'utilisaient. Et très souvent, les aciers qui sont mis dedans, ils sont mis trop près de la surface du béton de ciment. Très rapidement, il y a des micro-fissures qui apparaissent dans le ciment. L'eau va dans l'acier, l'acier rouille et gonfle, éclate le ciment et au bout dans les cas, on dira classiques, 30-40 ans, on voit des morceaux de béton de ciment qui tombent parce que l'acier a rouillé et que le béton de ciment est en train d'éclater. Donc, il y a un problème de durabilité. Une maison en terre, tant qu'elle a un toit au-dessus de la tête, il n'y a aucun problème. Et si jamais il y a une fissure qui apparaît, on prend la terre qui est tombée, on met de l'eau dedans, on rebouche et c'est reparti pour le temps qu'on veut. Et quand on parle de matériaux biosourcés, en fait, il faut se dire qu'il n'y a rien qui peut être étanche avec ça. Puisque c'est naturel et du coup, les vapeurs d'humidité, la vapeur d'eau, tout perspire en fait. Donc c'est encore plus important de ne pas utiliser de ciment dans ces types de construction ou de rénovation. En rénovation, on n'en parle pas, mais des enduits-ciments, quand on met un peu l'œil, en fait, on les voit partout. Et on se demande comment les gens, ils ont pu... On va se dire que c'était un matériau qui allait permettre de protéger leur bâtiment. Là, on a vu une construction emplisée en terre, un ampli qui a été fait il y a 6 mois, et on voyait plein de fissures. Et le proprio veut en plus isoler par l'extérieur son mur emplisé. Donc de l'intérieur, il y aura une paroi étanche, peinture, etc. Et de l'extérieur, pareil, étanche aussi. Donc le mur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va pourrir très rapidement. Et à l'intérieur, on va sentir de l'humidité, on dira, bah mince, c'est pisé. Et ben non, en fait, c'était juste le fait que ce soit étanche. Donc, tout ce qui est laine, terre et tout, en fait, il faut que ça passe. Pour les asthmatiques, c'est comme ça. Alors, en général, les murs en terre, ils ne sont jamais au contact du sol. Parce que quand il pleut, les gouttes d'eau giclent et ça peut monter à 25-30 cm. Donc toujours, les maisons en pierre, elles ont un soubassement d'au moins 30 ou 40 cm. Ce qui se passe, c'est que quand on étanchéifie le mur avec du ciment, comme ça, et en général, on fait aussi l'intérieur parce que
qu'est-ce qui se passe? L'humidité qui est dans le sol, par les joints, qui ont souvent les vieilles maisons, les joints sont en terre, l'humidité elle remonte, et puis arrivée dans le mur en terre, elle migre sur le ciment, et comme elle est au contact d'une surface qui n'est pas à la même température, elle devient de l'eau liquide. Donc elle s'accumule en eau ici. Décale-toi, tu me vois? D'accord? Elle s'accumule dans le bas du mur, et moi j'ai déjà vu des maisons où, à cause de l'accumulation d'eau, le ciment à un moment il éclate, et le mur il coule, tellement il y a d'eau dans le mur. Et pourtant il faut beaucoup d'eau pour liquéfier un mur en terre. J'ai encore eu un exemple pas très loin de chez moi où les gens ont fait, alors eux la bêtise qu'ils ont fait, ils ont fait un enduit extérieur étanche, et à l'intérieur ils ont mis du placoplâtre vert, là, étanche, avec du carrelage. Que typique. En 6 mois, la maison elle s'est effondrée. Le pignon de la maison s'est effondré. Alors que moi j'ai une maison qui a 220 ans au moins. J'avais eu l'effondrement. Si je continue à faire attention, il n'y en aura pas. D'accord? C'est quoi faire attention? Ben, attention, c'est ne pas mettre de matériaux étanches. C'est-à-dire pas de ciment, pas de carrelage, pas de placoplâtre étanche, pas de peinture acrylique. Oui, l'acrylique c'est étanche, c'est un plastifiant quasiment, c'est une peinture plastifiée. Donc il suffit de comprendre comment fonctionne ce genre de matériaux, y être attentif, et puis pas faire la bêtise de mettre des choses étanches. Maintenant au niveau finition intérieure pour un mur en terre, on peut avoir plein de choses, puisque regardez là c'est en terre tout ça. Au niveau finition, on peut avoir plein de solutions, puisque la couleur de la terre, ça va du blanc, beige, orange, jaune, jusqu'à il y a des terres vertes, grises. Alors c'est toujours pastel, hein, c'est jamais une couleur absolument vive. Mais pour autant, ça laisse des choix assez grands. Et puis après, si on veut des couleurs vives, il y a des solutions techniques pour avoir des couleurs vives avec des pigments et des peintures naturelles qui ne rendent pas le mur étanche. Donc, ce n'est pas les solutions qui manquent, c'est simplement la connaissance ou la méconnaissance qui laisse croire qu'une maison en terre, hein, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on croit que les maisons en terre, c'est que dans les pays chauds et ensoleillés. Alors qu'il y a des pays chauds et ensoleillés où pendant la période des pluies, il tombe plus d'eau que dans beaucoup de régions en France, et en quelques semaines. En France, le nombre d'endroits où il y a des maisons en terre, il est assez grand. En Bretagne, il y a tout le bassin rennais qui est construit en terre, parce que, par exemple, chez moi, sous ma maison, j'ai entre 7 et 8 mètres d'argile. C'est que de l'argile. C'est-à-dire, pour construire la maison, ils ont ôté la terre végétale, ils ont pris la terre qui était là, et ils ont construit la maison avec. Et moi, quand je fais certaines réparations, je ne vais pas chercher la terre à 5 km, hein, je la prends sur place. Alors bien sûr, il y a des opérations à faire pour obtenir certains enduits, puisque la finesse de finition d'un enduit est directement liée au grain le plus gros composé dans l'enduit. Donc plus on aura un matériau qui a été tamisé, plus on pourra faire des enduits fins. Je peux vous assurer qu'il y a certains enduits terre, on croirait quasiment des Cadillacs, tellement c'est fin. C'est lisse, mais presque comme du plastique. Il y a des gens des fois qui viennent chez moi, ils disent j'ai une terre orange, mais vraiment orange. Les gens ils font mais t'as peint ton mur? Ben non, c'est la couleur naturelle de la terre, une terre qui est tout près de chez moi. Donc ça c'est une partie. Pour autant, dans la construction écologique, il y a aussi toute la part humaine qui doit être prise en compte. C'est-à-dire si on fait un bâtiment écologique et qu'on ne tient pas compte de la façon dont les gens veulent vivre dedans, à mon avis, on rate son. C'est-à-dire que moi, je pense que tout le monde a en lui ou en elle les connaissances et les savoirs pour faire sa maison. Est-ce que vous voulez que je vous montre un exemple? Est-ce que l'un de vous peut être cobaye pour moi? Quelqu'un qui pense qu'il est nul en architecture? Non, personne ne s'en prend au hasard. Il y a des gens qui sont du bâtiment ici ou pas? Parce que ne font pas des gens du bâtiment, c'est trop facile. Je sais pas, l'une de vous? Toi? Non, tu restes là. Tu vas voir. Est-ce que tu as des compétences en architecture?
Ah si, tu peux. Château de sable à la plage. Non, même c'est un J'ai jardin. voulu une Hein? Ah, bien. Non, je sais pas, j'ai fait des petits travaux après par un vrai architecte. Donc... Ah d'accord, on va prendre... Tu as des compétences en architecture? Aucune. Bien, est-ce que tu peux me dire, depuis que tu es né, combien tu as emprunté l'escalier? Est-ce que tu peux me dire combien tu as ouvert et fermé de portes? Est-ce que tu peux me dire combien tu as pratiqué de bâtiments et tu as utilisé d'espace architectural? Tu peux pas, hein? Est-ce que tu peux... Est-ce que moi, je peux avoir accès à toutes les choses que tu as vues dans ta vie au niveau architectural? Ben non, il y a des tas de choses que tu as vues que je ne verrai jamais. Donc, en toi, toutes ces connaissances, tu les as. Donc, avec ce lexique-là, parce qu'il y a des choses qui ne tombent plus, puis d'autres qui ne tombent pas plus, on va créer ta maison à toi. Parce que moi, ça m'est arrivé que des gens me disent ben, un plafond, je le veux à 3,50 m. Moi, je ne vais pas leur dire non. Je leur dis ben, pourquoi pas. Je vais leur dire les avantages, les inconvénients qui vont résulter de ce choix, mais je ne vais jamais décider à leur place ce qui est bien pour eux. Parce que moi, j'ai ma façon de vivre, elle vaut ce qu'elle vaut, en tout cas, elle me va bien à moi, mais je ne vais pas dire aux gens il faut que vous viviez comme moi. Parce que voilà, il y a des choses que j'aime dans l'architecture, que j'aime bien, par exemple Antonio Gaudi, c'est pas obligé que tout le monde aime Antonio Gaudi, quoi. Donc, avec ces connaissances que tu as en toi, on va mettre en place un lexique de choses que tu aimes et que tu n'aimes pas, puis petit à petit, on va en définir l'habitation qui t'ira bien à toi, pas forcément à moi. Donc moi, je pense que tout le monde est en capacité de faire ça, parce que tout le monde a pratiqué des centaines de bâtiments, on a vu des centaines aussi. Et C'est le livre de Xavier. Je te coupe un peu parce que tu parles beaucoup. ouais. Du coup, c'est son livre qu'il a écrit après plein d'expériences de chantier avec des clients, des clients qui ont voulu faire aussi du chantier participatif. Donc il y a un futur livre aussi qui est en cours pour justement donner toutes les clés pour réussir les chantiers participatifs, parce que quand on accueille des bénévoles, on ne pense pas forcément à tout, donc c'est pas mal d'erreurs, et c'est souvent les mêmes erreurs qui peuvent revenir, des erreurs simples qu'on n'aurait pas forcément anticipées. Et du coup, voilà, si ça vous intéresse, je peux le faire passer, il y a des retours d'expérience qui sont intéressants, c'est simplement pour vous faire comprendre que la maison, elle vient de vous, elle vient de votre imagination, et en fait, la vision de Xavier que je partage aussi, que j'ai pu découvrir pas mal à travers toi, c'est qu'en fait, il faut juste stimuler votre créativité et refaire naître vos rêves aussi. Parce que peu importe l'âge qu'on a, en fait, on a tous des expériences et des mauvais souvenirs dans un bâtiment, dans un habitat, et on n'espère plus ce qu'on souhaitait vraiment au départ en tant qu'enfant. Donc ça, c'est super important. Pour vous donner quelques exemples, il y a quelques années de ça, je suis appelé par une famille avec 2 enfants pour faire un projet de maison. Et généralement, quand je fais un projet, je vois les parents ensemble, je vois aussi les parents séparément, parce qu'il y en a toujours un des deux qui a l'ascendant sur l'autre, et du coup, il y a des choses qui ne vont pas être exprimées. Et moi, je pense que c'est important que tout soit exprimé, autant les bonnes que les mauvaises choses. Puis quand les enfants sont assez grands, ça fait plus de 5 ans, je demande aux parents de voir les enfants sans les parents. Et donc, je vois les enfants, puis tout de suite, il y en a un, je dis, qu'est-ce qui te ferait rêver dans la maison? Il y en a un, il me dit, un passage secret. Donc je lui dis, c'est peut-être possible, parce qu'en fait c'était une maison comme ça, avec un toit, d'accord, et l'étage était aménagé. Et à un endroit, il y avait la salle de bain, qui prenait à peu près ça du volume. Donc derrière, là, il y avait un espace inutilisé. Et comme les 2 chambres d'enfants étaient prévues de mettre chaque côté de la salle de bain, je me suis dit, c'est possible. Donc on est parlé aux parents. Et la première réaction de la maman, elle m'a dit « Ah ouais, c'est possible ». Donc dans une maison que j'ai réalisée, dans une chambre, enfin dans les 2 chambres, il y a un placard avec un fond amovible et les enfants peuvent traverser d'une chambre à l'autre, par derrière. Voilà. Et je ne leur ai pas dit « C'est pas bien ». Moi simplement, j'avais demandé la confirmation par les parents qui veulent bien faire ça. Dans une autre maison, la pièce Ça a un principale… peu trahi les parents, parce que les enfants, tu l'as dit aux parents quand même. Oui, mais il fallait bien leur dire parce que c'est le… C'est le qui paye. Une fois dans une maison, les gens, la famille voulait que la pièce principale, ce soit un escalier bibliothèque salle de jeu. Donc on a fait un escalier bibliothèque salle de jeu, et c'est une pièce de 14 mètres carrés dans lequel il y a un escalier
qui a 3 volets. Vous voyez ce que c'est, 3 volets? Tac, tac, 3. Et puis l'escalier, au lieu de faire 80 de large, il fait 1,50 m de large, parce que toutes les 2 marches, on a fait des marches plus hautes, c'est-à-dire on a fait 2 marches en une. Quoi. Et ça sert pour mettre les livres, pour s'asseoir, et au milieu du volume, il y a une barre de pompier, une cage d'écureuil, et puis une échelle de corde. Et puis en bas, c'est une salle de jeu. Quoi. Voilà. Donc moi, j'ai pas dit aux gens, j'aurais jamais eu cette idée-là. Hein. Ce qui est intéressant dans cette façon de travailler, même pour moi, c'est que ça me fait aussi accéder à des trucs que j'aurais même pas pensé. Voilà. Dans cette façon de travailler là aussi, ça fait que quand les gens me demandent est-ce que tu pourrais nous montrer des exemples de ce que tu as construit, je leur dis non. Je leur dis non, c'est pas mes maisons, c'est les maisons du client, c'est pas la mienne. Donc moi je veux pas que vous soyez influencés par les maisons qui ont déjà été faites, puisqu'elles sont toutes très très différentes. Je veux que vous arriviez à inventer la maison qui vous ira bien. Alors bien sûr, quand c'est un bâtiment existant, il y a des contraintes de volume qui sont données par l'existant, mais pour autant, il y a quand même plein de possibles. Il y a vraiment plein de possibles. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que J'ai plus une remarque par rapport à la terre. Tout à l'heure, vous disiez que c'était important que ce soit non étanche, et je pense que c'est une notion qui fait quand même assez peur aux gens. Le concept de non étanchéité d'un bâtiment, ça peut faire peur en fait, mais ce qu'il y a juste savoir que ce qu'il y a de vraiment super avec la terre, c'est que c'est un matériau qui s'autorégule en fait, qui s'adapte complètement à son environnement, et que en fait on est clairement fait pour vivre dans un environnement comme ça avec un certain type d'humidité, et que c'est quelque chose qu'on vit tous les jours dehors par exemple, et que c'est la preuve en est, c'est que dehors par exemple on est super bien dans un bâtiment qui est complètement hermétique, on est mal, on le sent tout de suite, on n'est pas à son aise quoi. Et voilà cette notion de taux d'humidité qui est présent dans notre vie et qui nous rend bien en fait. Et pour ça la terre c'est. Tu as tout à fait raison, puisque les humains ils ont besoin de 40 à 65% d'humidité pour être bien. Au-delà, quand il y a trop d'humidité, on a des problèmes de respiration de peau. En dessous, il y a des assèchements. Et l'argile, quand il y a trop d'humidité dans l'air, elle absorbe le surplus d'humidité, parce qu'elle réagit comme ça. Et quand il n'y a pas assez d'humidité, c'est-à-dire quand l'humidité descend en dessous de 40%, c'est magique, hein, elle renvoie l'humidité dans l'air. Donc en fait, la Terre, elle respire à l'inverse de nous presque au niveau de l'humidité. Ça fait que la plupart du temps, il y a toujours des exceptions, hein. Surtout quand il y a eu des étanchéifications qui ont été faites et mal faites. Les maisons qui sont en terre, en général, ont un taux d'humidité qui varie entre 40 et 70%. Ce qui est exactement ce qu'il nous faut. Donc, dans une salle de bain, en fait, par rapport à du carrelage, il faudrait vachement plus un mur en terre qui régule cette humidité. Et on le remarque vraiment, dans les salles de bain avec des parois en terre ou même des douches, il n'y a pas de condensation dans les miroirs, dans les fenêtres. Du coup, on s'en rend tout de suite compte, et sans VMC particulièrement. Quoi. Donc le carrelage, c'est vraiment, en fait, la condensation se met sur les parois, il n'y a pas d'apport de chaleur, la chaleur s'en va tout de suite, ou elle se met dans des endroits atypiques, on vit pas bien. Alors, et du coup, l'espace douche et les baignoires, alors on les classifie comment? Alors, je peux vous répondre. Hein, on fait un enduit. Il n'y a pas de placo bleu avec. Non, je parle pas du placo. Mais en fait, et après, on fait un revêtement. En fait, moi, je vais reprendre le truc. Je suis dans le bâtiment. En fait. Oui. Je fais de la construction bois, je connais Guillaume. Okay. Et j'écoute parce que justement, aujourd'hui, Virgile, c'est mon associé. Donc tu t'appelles comment? Damien. Et c'est quoi votre boîte? Technibati 63. Ok, d'accord. Donc jusqu'à aujourd'hui, je faisais 95% de mon chiffre d'affaires en rénovation. Je m'intéresse à tout ça, c'est pour ça qu'on est venu. Et le truc qu'il y a, c'est qu'il faut proposer quelque chose. Alors je vais repartir de la base en fait de la terre. On parlait du béton. C'est sûr que c'est pas écologique. Mais si on part sur vraiment sur la toute base aujourd'hui, on part dans des délires en fait. C'est déjà tout ce qui n'est pas conventionnel. S'il n'y a pas toutes les grosses structures qui font de la pub sur le béton, le parpaing, la laine de verre, en fait, les gens, je pense qu'ils seraient bien plus ouverts à tous ces matériaux-là. Mais
si on réfléchit correctement, si aujourd'hui tout le monde faisait sa maison en terre, est-ce qu'on pense qu'il n'y aurait pas autant de trous que ce qu'on est en train de faire entre le sable et le béton? Enfin, et le gravier, quoi, déjà. Parce qu'on bâtit quand même beaucoup. Moi, ce qui me choque le plus, c'est tout le bâti ancien qu'on laisse un peu à l'abandon. C'est pour ça que quand on veut des sites comme ça, moi je trouve ça super bien qu'on les remette à... Moi je vois, j'habite à la campagne, à Isserto, c'est au-dessus du Don. Il y a des belles bâtisses qui s'écoulent. On a des maisons en pisé, parce qu'on a quand même beaucoup de pisé par ici. Les pisés, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est des maisons en terre. C'est voilà. C'est une technique de mise en œuvre de la terre. Et ça, déjà, enfin, moi quand je fais de la réno, d'expliquer déjà quand le client on arrive et qu'on lui dit sur ce mur-là, ça sert à rien d'aller isoler, coller un placo, limite juste un badigeon, c'est bon. Bah, déjà dans leur tête, ils n'arrivent pas à comprendre que la maison elle est isolée, elle est déjà très bien isolée. Ouais. Et toi derrière ça, ils vont se dire ouais, il est mauvais. Bah, c'est pas qu'il est mauvais, après c'est juste de la discussion, c'est de savoir comment le vendre et tout. C'est pour ça que moi, on est venu ce soir, en fait, c'est vraiment de le comprendre. Alors, du coup, on est un peu à part. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent construire. C'est super. Mais le truc qu'il y a, c'est que c'est justement de voir comment on peut le proposer au plus grand nombre. Nous, moi je suis. Alors, on est sur des trucs un peu conventionnels, mais par exemple, le thermique solaire, c'est quelque chose qui se développe pas. Alors, ça se développe pas. Ouais, mais c'est sûr. Je suis d'accord, hein, je suis sur des projets d'extension où c'est quoi, je fais la piscine, le jacuzzi, il y a des trucs qui sont énergivores à la base. Tu peux expliquer ce que c'est le solaire thermique solaire pour les En fait, c'est des panneaux, enfin, c'est de l'eau, enfin, en gros, c'est de l'eau qui est améliorée avec du glycol pour récupérer le maximum de performances, avec des panneaux solaires. Alors, pas spécialement sur toit, parce que c'est pas là aussi qu'ils seront le plus performants l'hiver. Généralement, on les met le plus droit possible pour récupérer les calories du soleil et les retransférer en fait, dans les radiateurs, plancher chauffant, mur chauffant, plancher chauffant. C'est pour faire de l'eau chaude en fait. Oui, et faire l'eau chaude sanitaire. C'est un tuyau d'arrosage sur le toit, quoi. Voilà. Voilà, ça va plus vite. Ça permet de filer les solaires qui sont Ah, c'est juste sur l'eau en fait. Après, on y met du glycol pour récupérer le maximum de calories du soleil, justement. Mais ça, c'est pareil, c'est les réglementations qui bloquent tout. Ouais. Aujourd'hui, quand on veut faire une construction neuve, par exemple, nous on fait de la construction, on fait que du neuf et que du bois. C'est que de la maison de bois. C'est une conviction. Après, moi j'ai une entreprise avec tous les corps métiers dedans, donc justement pour bien accompagner, que ce soit fait dans les règles. Mais par exemple, les études thermiques, une personne lambda comme vous veut faire construire, il faut. Et aujourd'hui, on est dans RT 2012, RT 2020 qui, pour moi, ne veut rien dire. C'est juste les gros qui ont mis ça en place avec des histoires points. Et le thermique solaire passe pas dedans. Donc aujourd'hui, pour le vendre aux clients, c'est super compliqué parce que s'ils veulent avoir le label RT 2012, et ils disent non. Et puis en plus, ils argumentent que s'ils veulent revendre la maison, vu qu'il n'allait pas passer RT 2012 ou RE 2020, ils vont perdre. Alors que au niveau de la performance, la maison elle va consommer 2 fois moins d'énergie que toutes les autres. Mais c'est ancré dans la mentalité. Après, il faut des clients qui fassent confiance et qui soient ouverts à tout ça. Ce que j'allais dire. Et c'est pour ça que justement, c'est là aussi qu'il y a plein de choses de. Et moi, je suis venu en fait, c'est pour justement essayer de voir tout ça parce que les produits, je les connais. Et ce qu'il y a, c'est que le problème, c'est pas un problème, mais la terre, la paille, en fait, c'est ouvert, mais beaucoup aux gens qui veulent auto-construire. Et moi, du coup, l'idée, c'est d'arriver à le développer. Alors, pas pour faire un gros business, parce que nous, on est sur l'humain aussi, et essayer de le proposer à des personnes, justement, aussi qui sont un petit peu hésitants, et de leur dire, et c'est quelque chose de possible, et la maison, elle ne sera pas plus fragile qu'une autre, elle sera plus performante, ils y retrouveront dans le long terme. Et j'irai plus loin que ce que dit Damien, parce qu'il l'a un peu dit, la RT 2012, c'est qu'il y a la certification, et pour rejoindre les conditions de notre archi, c'est qu'aujourd'hui, la première réflexion, c'est que c'est bien, c'est un peu dur. Moi, je décris le système dans lequel je suis le premier consommateur. Mais en fait, on se dit, ouais, mais je vais faire ça. Mais en fait, tout le monde s'américanise. Donc en fait, le premier truc, c'est, ouais, mais attendez, comment je revends? J'ai pas l'assertif, j'ai pas l'agrément.
Ma maison, elle te plaît, elle te plaît pas. Soit tu es capable d'être intelligent, tu as ton cursus, tu as 45 ans, tu avais poussé 10 millions de poignées de porte, tu as monté 50 millions d'escaliers, tu as fait 50 trucs et tu es capable d'être. Mais en fait, le problème, c'est juste, c'est pour ça que j'ai intervenu au début et j'ai dit, ouais, le béton, voilà, c'est qu'aujourd'hui on formate, alors on va pas philosopher, même si On est là pour ça. si on croit bien en peu, mais en fait on formate nos gamins, on formate tout le monde, et aujourd'hui en fait les gens ils ont plein d'idées reçues, et vous avez plein d'erreurs dans la tête. Et si c'était que dans le La bâtiment. base, c'est que vous avez tous plein d'erreurs dans la tête, et moi Ah aussi, ouais. c'est qu'on a tous plein d'erreurs dans la tête, et en fait tout le monde se trompe. C'est Oui, fou. En mais fait, même j'imagine les pas. anciennes générations pouvaient se tromper alors qu'on Ah, avait mais beaucoup moins de pubs. Ouais, mais vachement moins parce Vachement qu'en fait ils faisaient à la base, quoi. C'est-à-dire Ben, ils prenaient autour et C'est ça. ils faisaient sur le retour d'expérience. Nous on ne fait pas sur le retour Non. d'expérience. Nous on est une génération sur l'image. Ouais. Donc en fait, Sur le t'es diplôme. pas sur le retour d'expérience. Tu es aujourd'hui sur ce retour d'image, ils se trompaient, mais vachement Les moins. gens s'attendent à ce qu'on leur sorte un catalogue de maisons avec 3 chambres, un bureau. Ouais, mais Enfin, on est Moi, chez je- nous, on n'est pas là-dedans. Ouais, Et- mais pour moi, je pense, c'est qu'en fait, les gens, ils ont pas. Et je reste persuadé que si on arrive à rentrer, parce qu'en fait, c'est le but, enfin, on ne va pas changer le monde, mais le petit peu qu'on va faire. Si on arrive à faire une maison, c'est que les gens veulent une maison, 3 chambres, salon, mais qu'on arrive à leur réaliser justement avec ce procédé-là. Tu vois, où c'est que c'est raisonné, où c'est qu'on n'a pas besoin de l'espace. Ben, une fois qu'on en fera une, et que le voisin il verra qu'elle se tient bien, et qu'en plus il sent encore mieux dedans, parce qu'aujourd'hui, moi je vois que ça, genre, ben, ça va faire l'effet boule de neige. Parce qu'aujourd'hui c'est ouvert en fait surtout aux personnes qui s'y intéressent, qui sont en YouTube, qui veulent mettre les mains dedans, mais il y en a qui mettront jamais les mains dedans. Après, il y a- La population que tu cites, finalement, c'est la plupart des gens en fait. Et ben ouais, mais c'est pour ça qu'il y a un truc à faire dessus. Oui, il y a un truc à faire, mais en fait là, avec ça, on touche que les gens qui ont réfléchi à ça déjà en fait. En fait, avec ma chérie, on a une maison à Vienne. En fait, il y a des fois, tu sais, on a froid. En fait, on a un truc génial, c'est le gilet. Il y a des fois, tu sais, le soir, on se dit, ouais, je vais mettre un gilet. En fait, il fait 18 dans la maison. C'est confort. En fait, il fait 18 dans la maison. On remet des cas, si elle est gentille, je lui mets un poil. Puis qu'après, elle n'est pas gentille, je lui dis, bah, tu mets un gilet. Et en fait, c'est juste ça. C'est pour ça que je disais, ça dépend de ce qu'on veut au départ. C'est qu'aujourd'hui, si on veut tous une maison à 21, c'est top. On est tous en slip et on est bien, on est détendu, ou on va se mettre même à poil parce qu'on est carrément super détendu, ouvert d'esprit. Mais en fait, le problème, c'est qu'il faut 22, quoi. On voyait la sauce, quoi. Donc en fait, c'est vrai qu'on peut pointer du doigt les Chinois. C'est vrai que les Chinois, ils sont pas bons. Mais en fait, le problème, c'est que nous, on n'est pas top non plus, quoi. C'est plus une question Alors, d'éducation. On va revenir sur la Ouais, thèse. Maturité. Après, c'est vraiment Ouais. d'arriver à le Ça vient- proposer et de faire changer la mentalité. Je pense On que va y revenir. c'est pas au niveau d'une vie. Ça vient. C'est pas au niveau d'une vie. La base de temps, elle est sur plusieurs générations. Ah, ben, C'est certain. Parce qu'en fait, l'histoire a toujours raison. C'est juste qu'on fait des conneries et on revient. On revient à la base, toujours. Tu vois, la bouffe, tu vois, la bouffe, on se dit, tiens, on va revenir sur le bio, et puis en fait, au final, tu te retrouves les circuits courts, on revient aux mêmes traditions qu'il y a 200 ans. Et en fait, ça, c'est revenir en fait à la base. Et ça va se faire. Ouais, mais c'est comment arriver justement à Le comment, c'est d'abord de dire aux gens que ça existe. Parce que moi, je peux t'assurer que sur la quinzaine d'étudiants et de jeunes architectes qui sont venus chez moi, la plupart en repartant, ils m'ont dit qu'on ne savait pas que ça existait. Voilà. Donc, la première chose, c'est de dire que ça existe. Après, les gens ils feront bien les choix qu'ils veulent. Pourquoi pas? Maintenant, tu donnes la recette pour l'étanchéité de la terre. Oui, du coup, pour faire une douche en terre. On prend pas de douche. Si, on peut. Les facochères. Il y a un saturateur naturel qui existe, c'est le blanc d'œuf. Donc en fait, on mélange la huile au blanc d'œuf et on applique les enduits avec ça. À la truelle, à la spatule, à la n'importe quoi. Et ça fait un enduit Étanche, sur la durée. Moi, j'en ai fait un dans une douche. J'ai eu besoin de 6 blancs d'œufs. Parce que bien sûr, on met 2 mm. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Voilà. Puis si jamais un jour il y a quelqu'un qui donne un coup dedans, eh ben, on prend de la terre, on est en train de faire une mousse au chocolat, on prend un petit peu de blanc d'œuf, on mélange et on bouche. Et ça est Rodingo étanche. Alors maintenant, je voudrais répondre à une question que vous posiez par rapport à la qualité isolante des matériaux. Alors, en gros, le matériau le plus conducteur, c'est le cuivre, qui a une conductibilité thermique de 380. D'accord? Les minéraux, ils ont une conductibilité thermique de 40 à 80. C'est-à-dire
toutes les pierres, alors suivant leur composition, ça varie un petit peu. La terre, sa conductibilité thermique, c'est 0,5, 1. On dit que le matériau le plus isolant sur Terre, c'est quoi, à votre avis? L'air. C'est l'air, d'accord? Donc sa conductibilité thermique, c'est 0,042, je crois. Donc en fait, un matériau isolant, c'est quand on a 0,0 quelque chose. En général, les gens du bâtiment, quand ils vous vendent des matériaux isolants, ils vous disent « Oui, le mien, il est à 0,47, alors que le tien, il est à 0,048. » C'est un millième de différence. Autant dire que c'est rien du tout. La plupart des matériaux isolants, ils sont autour de 0,4, 0, dans ces eaux-là. Simplement, c'est le coût des matériaux qui change. Si vous avez par exemple de la laine de verre, qui est un très mauvais isolant d'été, mais qui est un isolant potable d'hiver, s'il est un peu meilleur que le lin, vu le prix du lin qui est 8 fois moins cher, vous rajoutez 3 cm de lin. Et ça vous coûtera de toute façon moins cher. Puis ça aura un autre effet, la laine de verre, elle génère des particules de 3 microns, 3 millièmes de millimètre. Et ce n'est pas des particules rondes, c'est des aiguilles. Ces aiguilles de 3 microns, elles peuvent rentrer dans les pores de la peau. Quand elles sont rentrées dans le corps, elles ne ressortent pas. Je peux vous assurer qu'après l'amiante, il y aura un scandale sur la laine de verre. À votre avis, en France, le marché d'isolation, la laine de verre, elle représente combien en pourcentage de la totalité des isolants qui isolent les maisons en France, ou les bâtiments en France? À votre avis, c'est combien? 80. Hein? 92%. 92%. Et donc, à quel moment ça? C'est à combien? Dans les constructions neuves. dans les constructions neuves. Ah ouais, mais. Voilà. Et là-dedans, c'est que la laine de verre. C'est-à-dire, après, il y a 5% de laine de roche. Et le reste, c'est les matériaux, les autres. Dans les matériaux isolants, il y a par exemple le polystyrène, qui est à base de pétrole. Il faut voir que le polystyrène en cas d'incendie, il se sublime à 70 degrés, ce qui n'est pas beaucoup. Sublimé, ça veut dire qu'il se transforme en gaz. Et un des gaz qui génère de la sublimation du polystyrène, c'est le chlore. Le chlore, c'est mortel. Choisis ton camp, mon ami. Choisis ton camp. Donc, la base, c'est de connaître cette descente-là et de voir que la Terre, elle est à 0.